Comment en fait t'es rentré dans le grand bain de l'entrepreneuriat? J'ai les huissiers qui arrivent, qui embarquent tout le matériel. Je me retrouve à gérer des situations assez délirantes, tu vois, avec des contrôles URSSAF, fiscal, etc. Des trucs où à 22 ans t'es pas prêt. Ouais. Vraiment pour ces trucs, je sais même pas que ça existe. Mais voilà, je vois aussi l'envers du décor d'une boîte en galère, etc. Le principe général, c'est que on veut plutôt une logique où ce soit pas tabou, on peut en discuter. Alors on veut pas forcément que ce soit, parce que pour le coup le rapport à l'argent c'est quelque chose de très particulier entre les gens, entre la culture, la religion, enfin ça peut toucher quelque chose d'assez profond chez les gens. Nouvelle saison et donc nouveau sponsor avec Gcollect. Je suis hyper content de te présenter mon nouveau partenaire qui s'occupe du recouvrement de mes factures et c'est donc Gcollect. Je suis moi-même client et comme ça s'est hyper bien passé, du coup je te fais mon retour d'expérience. Et du coup, comme d'habitude, je t'ai négocié une très belle offre que tu trouveras en description de ce podcast. Tu connais le problème. Tu fournis un service ou un produit à un client, tu lui envoies ta facture, mais ce client ne te paye pas. Pire, il ne te paye jamais. Tu le relances une fois, 2 fois, 3 fois, et puis tu commences sérieusement à t'énerver. Mais rien n'y fait, le client refuse de dégainer le virement. Tu te dis alors qu'il est temps de faire appel à tel ou tel organisme de recouvrement, mais le problème c'est que la plupart, c'est un peu des charognards qui vont te prendre 30%, 40%, voire même plus de la somme récupérée. Donc autant dire que la plupart du temps, tu préfères t'asseoir sur ton argent et abandonner. Et c'est là du coup que Gcollect a totalement changé la donne pour moi. Leur approche, déjà, elle est hyper innovante. Ils ont une plateforme qui te permet de lancer une procédure franchement en seulement 2-3 clics. En à peine 5 minutes, c'est réglé. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Même moi, j'ai réussi, donc c'est vraiment pour te dire. Ensuite, ils utilisent l'IA et le data mining pour évaluer au plus juste les procédures à lancer et les honoraires à réclamer. Ils vont également, évidemment, privilégier la négociation et la médiation plutôt que le rapport de force. Et on va dire que c'est quand même toujours plus sympa. Parce que le but, ce n'est pas de se fâcher avec la terre entière et de garder quand même une relation à peu près stable avec ce même client. Et cerise sur le gâteau, tu ne les payes qu'au succès. Tu ne les rémunères que si le recouvrement a abouti. Du coup, résultat, avec Gcollect, entre 40 et 50% des factures sont recouvrées en moins de 3 semaines. Dans mon cas, ils ont récupéré le paiement de ma première facture en moins d'une semaine, alors que ça faisait des mois que je relançais ce même client. Alors certes, à première vue, cette approche, elle semble trop belle pour être vraie. Mais comme ils gèrent 50 000 factures tous les jours, ils sont notés 4,5 sur Google, ça veut quand même dire qu'ils tiennent à peu près leurs promesses, non? Et comme convenu, je t'ai négocié un petit cadeau. Leurs honoraires sont gratuits pour toi sur ta première facture recouvrée. Ça veut dire que tu peux tester 100% gratuitement, tu n'as absolument rien à perdre. Du coup, rendez-vous sur le lien en description pour essayer Gcollect. Merci encore à eux et bonne écoute. Voilà, avec Maxime, on était en train de parler tote bag. C'était assez intense. Parce qu'on était en train de parler de goodies, parce que je voyais le super beau sweat, évidemment made in kimono de Maxime. Alors, j'étais déçu de savoir que les chaussettes, c'était pas nous. Vous faites les... On peut faire les chaussettes, ouais. En fait, pareil, on va avoir des sous-traitants. Et je pense que le même sous-traitant que ton prestat allemand, parce qu'en fait, les meilleurs pour ça, c'est les Européens de l'Est. En mode le moins loin, moins cher, c'est l'Europe de l'Est pour les chaussettes. Ok, ça marche. Tu vois, genre la Croatie, des pays comme ça. Ok, bon, ça, on en reparlera, ça m'intéresse. Pour le coup, on a une belle collection d'outfits. Et du coup, voilà, on parlait tote bag et comment en fait avoir le plus beau tote bag. On parlait du tote bag Jimmy Fairley qui est à chaque fois qui changeait tous les 3, 4, 6 mois et qui est toujours très beau. Et justement, le job est fait parce que les gens le gardent, l'utilisent et du coup, c'est des panneaux publicitaires ambulants, quoi. Ouais, complètement. Nous, on en fait un par collection en fait, tu vois. On a une saison qui est assez rythmée par les événements, notamment le congrès des experts rentables. Et typiquement à cette période-là, on en a fait un à chaque fois on en fait pourtant 3000 exemplaires, mais ils sont sold out en 3 jours. Pour te dire à quel point ça dépote. Et à chaque fois, il y a une punchline. Tu vois, le dernier, c'était tous les hommes naissent égaux, mais les meilleurs deviennent experts rentables. Ouais, la classique. T'imagines que tous les experts rentables étaient à fond là-dessus. Et voilà, tous les ans, on a un truc cool et comme ça, les gens viennent le chercher, ils sont contents, ils le collectionnent, ils le redistribuent, etc. Mais c'est la folie à quel point les gens s'arrachent le tote bag. Ouais, écoute, j'aurais pas pensé qu'on commence un jour un podcast en parlant de tote bag. Yes. C'est moi qui suis du coup toujours actionnaire de Kimono, mais plus du tout opérationnel, donc c'est plus du tout ma guerre. Et je sais que des tote bags, j'en ai vendu des centaines de milliers en un peu plus de 10 ans.
Enchanté Maxime, en tout cas, parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Ouais, exactement. On s'est souvent parlé en visio ou sur LinkedIn ou par mail. Très cool que t'aies pu venir en tout cas dans le podcast. Je crois que tes bureaux sont pas très loin. Ouais, on est à 5 minutes en vélo. Donc, Parce que là, on est chez pour te dire. Podspace, du coup, rue Montmartre, dans le 2e arrondissement, mais donc du coup très très central. Et je vais demander, c'est vrai que moi je pense que dans les prochaines saisons je pense que je vais faire un peu les présentations des invités. Mais tu vois là j'ai pas travaillé, donc je laisse encore les invités faire leur propre présentation. Ouais. Comment toi tu te présentes aux autres? Cofondateur de Time. La question qui suit, c'est quoi Time? Donc c'est un outil complet, tout en un, à la fois pour les entrepreneurs et les experts comptables. Côté entrepreneur, tu vas avoir un module de facturation qui est dans une logique de freemium, donc totalement gratuit. Tu crées ton compte, tu utilises, tu fais tes factures. Et après, tu vas avoir d'autres modules. Donc, ça va aller du compte pro à des outils de gestion un peu plus poussés. Donc, la partie achat, la partie note de frais, indemnité kilométrique. Et là où où Time gagne de sa valeur, c'est vraiment quand ton expert comptable l'utilise aussi. Puisque derrière, on a tout un logiciel de compta qu'on a développé qui lui permet à lui de récupérer toute la donnée en temps réel avec des algos d'IA qui vont la catégoriser, qui vont lui faire gagner vraiment beaucoup de temps dans la partie saisie. Et lui, il peut faire vraiment toute sa chaîne de valeur jusqu'à la production comptable, donc les liasses, etc., les TVA, dans Time, dans un logiciel spécifique qu'on a développé pour lui. Voilà. Donc c'est tout ça, Time. Ok. C'est pas facile à Donc pitcher. c'est une suite de features et d'outils. C'est vraiment un logiciel tout en un qui a la particularité d'être beaucoup, quasiment iso-fonctionnalité sur mobile. Même assez longtemps, on était mobile first, avec plus de fonctionnalités sur le mobile que sur le web. Ok. C'était un vrai parti pris quand on a lancé la chose en 2017. Et qui a aujourd'hui 150 000 users. Donc Quand tu parlais de compte pro tout à l'heure, c'est-à-dire que vous faites également compte en banque? Ouais, exactement. On a deux possibilités, c'est-à-dire qu'on peut agréger tous tes comptes. Tu as un compte chez BNP, Société Générale, ok, tu les rassembles au même endroit, mais on propose aussi notre propre compte pro, ça s'appelle Time Business, qui est l'avantage d'avoir un outil maison, enfin une solution maison, hyper fluide entre tes interactions de paiement, d'achat, etc. Et le tout dans la même app, donc tu as un peu cette logique de super app où tu n'as pas besoin de switcher entre 15 outils. Voilà. Et là, c'est quoi la bonne sémantique? C'est quoi? C'est banque en ligne, néobanque, compte pro? C'est compte pro. On n'a pas le droit. La CPR maintenant a pas mal légiféré pour clarifier les discours de chacun. On n'est pas une banque, on n'est pas une néobanque, donc on est un compte pro. Ça, on a le droit de le. Tout comme Conto et Shine sont des comptes pro aussi, par exemple? Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, on a à peu près les mêmes agréments, on va pas rentrer dans les détails, mais on passe par une plateforme de BaaS, de Banking as a Service, il y en a grosso modo 2 qui tiennent un peu le marché en France, et donc tous les acteurs qui proposent des comptes pro majoritairement utilisent ces plateformes-là. Après, il y a des parties des fois que tu peux avoir développées par toi-même dans ton core business, et d'autres qui reposent sur cette infrastructure-là, qui elle va gérer des complexités liées à la partie compliance, etc. Donc en fait, grosso modo, je peux avoir un compte en ligne, une carte bancaire virtuelle, Ouais. et je peux recevoir des virements, je peux faire des virements. Je veux pas être à découvert. Tu peux pas être à découvert, Ouais. etc. Et au final, ça couvre déjà beaucoup de cas d'usage. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a à peu près 20 000 comptes pro en circulation, actifs. Pour la moitié, on est le compte principal. Pas mal. Et pour l'autre moitié, on intervient en compte complémentaire de l'entrepreneur et c'est plutôt une bonne pratique aussi d'être multi-bancarisé. Et là, on est le compte, on va dire, au quotidien, mais on n'est pas le compte principal finalement. Ouais, parce que des fois, on a aussi besoin d'avoir une banque traditionnelle. Du crédit, des emprunts, du conseiller bancaire, etc. Ouais. Bon, oui et non. En fait, c'est surtout parce qu'on a besoin des banques traditionnelles aussi pour avoir des prêts, des facilités de paiement ou autres. Et en fait, souvent, alors, est-ce que vous faites par exemple comme un conto, parce que moi c'est comme ça que je m'étais inscrit à l'époque. C'est quand tu montes une boîte, en fait tu crées ton compte, tu peux aller y déposer ton capital. Exactement. Du coup on peut faire ça exactement chez vous aussi. On fait le dépôt de capital et d'ailleurs je pense que la grosse majorité de nos utilisateurs sont des créateurs d'entreprises parce que outil très simple, pricing super attractif et zéro lourdeur en fait. Donc quand tu te lances, c'est assez idéal. C'est pour ça que c'est largement prescrit par les cabinets comptables qui peuvent proposer la solution
à leurs clients entrepreneurs, en tout cas à leurs prospects qui deviennent entrepreneurs. Et est-ce que je dis une bêtise si je dis que votre cible de clients, alors je parle des entrepreneurs, pas des experts comptables, c'est très ancré freelance, solopreneur, TPE? Alors, c'est pas une bêtise, mais c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que c'est une cible qu'on adresse très très bien parce que outils très simples, etc. Par contre, on a des boîtes qui font 40 millions de chiffre d'affaires dont la compta est tenue sur time, tu vois. Donc en soi, c'est sûr que c'est un marché qu'on adresse très bien parce qu'en plus on a un pricing qui correspond à ce besoin-là. On a une couverture fonctionnelle qui est idéale pour ces gens-là. Par contre, pour les boîtes bien plus grosses, effectivement, souvent tu vas avoir d'autres besoins et là, on va être peut-être utilisé juste en partie et pas intégralement. Mais effectivement, tu as quand même des très grosses boîtes qui nous utilisent au quotidien. Ouais. Ok, bon là, on est parti tambour battant dans time. Je pense que de toute façon, on y reviendra. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière et savoir en fait, toi, d'où tu viens et comment en fait t'es rentré dans le grand bain de l'entrepreneuriat? Yes. Alors moi, si tu veux, j'ai un background de geek classique, tu vois. À 14 ans, je fais des sites web, j'ai fait du Flash 3. Je sais pas si t'as connu toute première version. Tout ça, Flash, je connais de nom, mais moi, je touchais pas. Hein. Donc voilà, c'était vraiment mon truc. Initialement, c'était même le jeu vidéo qui me bottait vraiment. Et donc je me retrouve à faire des études classiques, multimédia, alors à la fois tech, dans une approche vraiment dev, et je couple ça aussi par du marketing sur la fin. Et du coup, je commence ma carrière en agence de com. Donc ça, c'est en 2009. Et là, je fais... non, c'est en 2007, pardon. Et je fais tout un tas de sites. Des sites pour des meilleurs ouvriers de France, pour des garagistes, des ERP. Donc là, tu as plutôt une casquette de dev, en fait. À l'époque, j'ai fait du dev, j'ai fait du design, et la croisée des chemins, c'était le produit finalement, voire le marketing produit, voilà. Mais je m'éclate vraiment sur du dev, je m'éclate aussi sur du design, voilà. Et donc je me retrouve dans une agence de com, truc agence assez rock'n'roll si tu veux. C'était chez qui? C'est une petite agence en province sur Nancy. 25 personnes à cette époque-là. Les budgets de com print commencent à se casser la gueule, pour être très cru. Et en gros, le digital apparaît un peu comme la porte de sortie pour se dire, OK, si on veut se refaire une pilule, il faut qu'on vende à nos clients historiques qui veulent plus de catalogue, qui veulent plus de choses comme ça, du digital, des bases de données, des choses comme ça. Et donc moi, tout frais, avec mes 22 ans et mon petit master en poche, je commence à avoir une équipe qui grossit très vite. Et en 6 mois de temps, on passe à 8 personnes. Et en même temps, l'agence vit très mal. Donc, dans mes 15 premiers jours de CDI, j'ai les huissiers qui arrivent, qui embarquent tout le matériel. Je me retrouve à gérer des situations assez délirantes, tu vois, avec des contrôles URSSAF, fiscal, etc. Des trucs où à 22 ans, t'es pas prêt. Ouais. Vraiment, pour ces trucs, je sais même pas que ça existe. Et en même temps, super expérience parce qu'on est une super équipe, on touche à des projets qui sont quand même assez ouf, des clients qui sont top. Mais voilà, je vois aussi l'envers du décor d'une boîte en galère, etc. Et dans ce malheur-là, je rencontre 2 experts comptables qui viennent faire toc-toc à notre porte en disant, voilà, on voudrait faire... on sent qu'il y a un truc qui se passe dans le digital sur la partie compta, donc on voudrait faire un portail de contenu pour voir si on peut gagner une audience et sortir un peu de notre scope actuel. Et en fait, super fit avec les cofondateurs, on s'entend super bien. Évidemment, moi j'ai à côté de ça mon job sur lequel je gère tout un tas de galères, et donc assez vite on se tape dans la main en disant voilà, rejoins-nous et on va monter une équipe projet. Moi je viens avec un dev, un graphiste, et c'est comme donc ça. Tu quittes l'agence et tu rejoins ces experts comptables, quoi. Je rejoins ces experts comptables et c'est comme ça qu'on lance l'expertcomptable.com à l'époque. Donc gros portail de contenu qui fait aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose comme 1,5 million de visiteurs mensuels. Ouais, lourd. Voilà, donc une belle machine à contenu en SEO. On fait beaucoup de choses autour du contenu. Et en fait, pour produire les clients, pour travailler avec nos clients entrepreneurs, on se rend compte que les outils du marché sont pas adaptés pour faire ce qu'on veut faire. Et donc on décide de faire nos propres outils. Et ça marche bien. Très vite, en fait, on sent une traction, on sent que les clients sont hyper contents, on sent que c'est un avantage concurrentiel énorme. On est plus productif, les clients sont captifs, ça génère du bouche-oreille. Bref, on sent qu'on tient un truc.
Par contre, on se rend compte que il y a aussi beaucoup d'experts comptables qui viennent nous voir en disant votre truc là, ça sort d'où? Est-ce qu'on peut l'acheter? On l'a pas vu au congrès. Parce que c'était quoi comme type de product du coup? En fait, c'était les prémices de Time, ça. Ok. Si tu veux. Mais ça avait pas de nom. C'était un outil interne, tu vois. C'était vraiment un truc d'abord fait pour nos besoins. Et assez vite, on se dit qu'il y a un business à faire. Il y a un vrai truc à faire de commercialiser ce logiciel-là. Donc là, on est en 2015. Et donc il y a une éternité. Ouais, et t'as pas d'équivalent, de l'entrepreneur français. T'as pas vraiment d'équivalent. T'as QuickBooks qui arrive à peu près dans ces eaux-là, mais t'as pas l'équivalent. Donc on décide de vraiment faire un business autour de ça, et c'est là où on crée vraiment Time en tant que structure, en tant que boîte de software, où c'est là où on se structure énormément parce qu'on passe d'une époque où on était 4-5 à développer cet outil en interne de façon un peu artisanale, où là on devient une vraie boîte de dev, une vraie boîte tech avec des process, de la méthode, de la qualité, une infrastructure qui a rien à voir. Ouais. Et très vite on remet à plat tout ce qu'on avait un peu en tête. On se dit ok, on veut que l'outil, et ça c'est vraiment en 2016-2017, on se dit on veut que notre outil soit mobile first, parce qu'on croit vraiment que l'entrepreneur il aura son téléphone beaucoup plus dans la main que son ordi. On veut que ce soit vraiment IA powered, donc on sent que le machine learning, il y a des choses qui se passent dessus, que ça devient beaucoup plus commode à implémenter. Donc on se lance là-dedans, on embauche une équipe de data scientists qui planche très tôt sur le sujet. Et dès 2016-2017, pareil, on a en tête une convergence entre les usages bancaires et les usages comptables, parce qu'on se rend compte que il y a toujours eu cette crainte dans le milieu de l'expertise comptable que les banquiers viennent grappiller des parts de marché et reprendre une part du gâteau de la part des experts comptables s'ils ont une donnée brute qui est la donnée comptable. Et en fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, avec l'émergence de l'open banking et de la DSP2, toutes ces choses-là, il y a une vraie facilité de retourner la chose et dire attends, nous qui sommes forts sur la compta, on peut aussi aller faire un pas vers la banque. Et donc c'est cette direction-là, cette dynamique qu'on prend dès 2017 en ayant nos premiers agréments et en développant le produit comme ça, en se disant voilà, il y aura des usages bancaires qui demain deviendront importants. Demain, on se dirige vers une solution un peu tout en un. Et c'est comme ça qu'on a avoir eu cette vision-là, et qui aujourd'hui est beaucoup plus concrète. Hein. C'est la réalité finalement de ce qu'on avait un peu en tête, pour avoir cet outil à la fois très simple à utiliser côté entrepreneur et très complet côté expert rentable, et avec au milieu de tout ça une offre bancaire qui enrichit vraiment l'usage, quoi. Ok, écoute, on va refaire du coup un petit pas en arrière pour bien comprendre. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que vous êtes 3 dans l'aventure. On est 6. Même on est 6 ouais, cofondateurs. En 2009, on est 6, ouais, exactement. Et donc c'est. Donc 6 cofondateurs. Ouais, alors que je comprends, parce qu'au début, donc il y avait ces 2 personnes qui viennent te chercher. Ouais, c'est ça. Après, toi, t'es arrivé avec 2 personnes et c'est ça les 6? Non, c'est pas ça. En fait, dans les 2 personnes, il y en a une qui est encore en place, qui est aujourd'hui sur un job de lead tech. Non, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints en 2009 à peu près, quand moi je suis arrivé, pour structurer justement cette histoire l'experta.com. Par contre, tout ça en fait, c'est je vais pas dire que c'est du passé, mais Time, c'est vraiment un spin-off de tout ça. C'est de dire ok, on sent qu'on a un outil en interne qu'on peut déployer à grande échelle, et qui va faire en fait, on vend la secret sauce, on vend le truc en plus qui nous a permis d'avoir une parce que pour l'instant, en fait, vous l'utilisez pour vos clients, mais vous ne le vendez pas. À cette époque-là, ouais, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Et donc, à quel moment ça devient Time? Et 2015, à quel moment, en fait, vraiment 2015, création du truc, spin-off, on va dire, on crée vraiment une boîte complètement à part. Qui s'appelle Time Direct. Ouais, qui s'appelle Time Direct, effectivement. Et là, ça devient un business complètement à part, isolé de tout le reste. Et moi, je regarde que cette partie-là depuis. Ouais. Et toi, directement, c'est quoi ton rôle? Parce qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, t'es CEO de Time. Je suis cofondateur. Ouais, alors okay. On a une culture d'entreprise qui est très particulière, où il n'y a pas tellement de titres chez nous. Ça fait partie de nos 5 piliers. On pourra largement développer ce truc-là si tu veux. Ah, carrément. Je suis trop chaud. Donc aujourd'hui, moi j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette de la partie marketing. Voilà, si tu veux, on a une organisation matricielle. Donc moi je gère la partie marketing de Time. Et je gère dans nos horizontales produits une brique qui s'appelle Invoice, donc qui est la partie facturation. Voilà, okay. un peu ça le fonctionnement.
Et pour revenir à notre culture d'entreprise, en fait, on a effectivement pas de titre ou très peu. C'est pour ça que beaucoup de gens chez nous sont intrapreneurs. C'est un terme un peu générique qu'on a choisi. L'idée, c'est que les titres, on trouve que c'est ça peut être très réducteur. Ça cantonne les gens à des missions très particulières. Et en fait, les gens, des fois, ça les bride plus qu'autre chose. Donc, notre premier pilier de notre culture d'entreprise, qui s'approche pas mal des patterns de l'entreprise libérée, si ça te parle un petit peu. Bien sûr. C'était ça, c'est de dire, OK, il n'y a pas de titre chez nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place 2017-2018. Le deuxième, c'était liberté sur les horaires. Donc, en gros, tu viens comme tu veux. On a bien compris que l'horloge biologique des développeurs n'était pas exactement la même que celle des sales. Donc voilà, les devs, ils peuvent commencer de bosser à 11h et ils en ont rien à faire de travailler à 20h. Et à l'inverse, un sales, il doit être au contact de ses clients, donc il doit être calé sur ses plages horaires. Donc en gros, job comme tu veux, on s'en moque un petit peu tant que tu atteins les objectifs de la boîte, on s'en moque un petit peu. Troisième pilier, ça a été le lieu de travail. Donc travaille d'où tu veux, que ce soit en télétravail, depuis chez toi ou comme tu veux, au rythme que tu veux, avec une règle simple qui a été de dire c'est un jour de télétravail minimum et un jour de présentiel minimum aussi. Et après tu fais comme tu veux. Voilà, ok, et alors vas-y, du coup dans les faits, les gens ils viennent au bureau combien de fois par semaine? Vous arrivez à traquer ça? Ouais, on traque, mais ça reste très variable en fait. Et c'est même très variable d'un site à l'autre, tu vois, puisqu'on a des locaux dans 4 villes, donc à Paris, à Metz, à Nancy et à Épinal. Mais c'est très très variable. Par exemple, à Épinal, ils ont un taux de présentiel qui est assez important, qui est de l'ordre de 3-4 jours, je pense, par personne. Là où sur Paris, c'est plus faible. C'est plutôt 1 à 2 jours de présentiel. Ouais. Mais en même temps, tu vois, quand t'es à Épinal, en un quart d'heure, t'es chez toi, t'habites une grande maison, etc. T'as pas de bouchon. Et quand t'es à Paris, tu peux. Ouais, le fait d'être en banlieue, d'avoir 1h30 de transport, etc. Donc, et en fait, c'est vraiment ça qui doit transpirer de notre culture, c'est dire. En fait, on va avoir un truc très souple, qui s'adapte aux besoins des gens. Et quand tu as 25 ans, tu n'as pas la même vie que 35 ans. Tu vois, tu as des enfants, à un moment, tu veux avoir des objectifs de vie différents. Et donc, en fait, quand tu as trop de règles, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un de nos principes de laisser beaucoup de liberté aux gens par rapport à ça. Mais est-ce que ça, aujourd'hui, donc, t'en es content ou parfois tu te dis quand même que t'en reviendrais? Parce que je te dis ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça que ce discours-là, et moi, je suis le premier à l'avoir. Ouais. De la totale liberté ou quoi, je pense que je suis toujours pour. Mais dans les faits, il y en a beaucoup qui font machine arrière et qui quand même disent qu'en fait on ne travaille jamais aussi bien que quand on est tous ensemble au bureau, quoi. Ouais, alors c'est peut-être que c'est pas adapté à toutes les boîtes. Sur le télétravail, franchement, ça marche. Nous, ça marche vraiment bien. Et comme on est déjà de toute manière éclaté sur plusieurs sites, t'as aucune équipe qui est à 100% au même endroit. Donc que tu le veuilles ou non, dès que tu fais une réu, t'as des gens qui sont en visio, que tu le veuilles ou non. Donc en fait, dans les faits, pour nous, ça peut être un gros souci. Après, effectivement, on compense par des events 2-3 fois par an, des choses comme ça où on se retrouve, où on est content de faire autre chose que de la visio. Mais pour le coup, c'est assez largement plébiscité chez nous par les salariés, quelque chose qu'on essaye de mesurer assez finement. Et globalement, ce fameux équilibre vie pro vie perso, c'est quelque chose où les gens sont hyper attachés à ce qu'on leur propose chez nous. Ouais. Non, mais après, je peux comprendre qu'en termes aussi de marque employeur, ça reste un atout. Ouais. Là, moi, c'était plus mon point de vue d'entrepreneur, qui quand même, en fait, j'étais catégorique. Ouais. Et là, plus ça va, plus je me dis, c'est pas que je le remets en cause, mais je suis d'accord pour qu'on le challenge. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais que sur Kimono, par exemple, on n'est pas sur de la totale liberté là-dessus. Tu vois, je crois qu'on est sur 2 jours de télétravail par semaine. Ouais. Et il y a des jours où t'as pas le droit. Tu vois, par exemple, le lundi, pas le droit parce que le lundi, par exemple, c'est très important dans la culture de la boîte qu'on est tous ensemble pour le kick-off, pour le monde d'ego, tu vois, alors ça, c'est Olivier qui a implémenté ça dans les valeurs et dans la culture de Kimono. Et tu vois, je suis assez d'accord avec lui, je comprends, tu vois. Ouais, je comprends. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous correspond bien et ça marche bien. Ça, c'est vraiment un truc qui marche vraiment de façon, ça glisse, quoi. Donc ça, c'était quoi? C'était la 2 ou la 3? La 3, je crois. Ouais, ça, c'est la 3.
Troisième, ouais, ou quatre, non, ça devait être la 2. Non, pardon, t'as raison, c'est le Non, c'est la troisième pilier, 3. ouais. Quatrième, c'est liberté sur les congés. C'est pareil, on laisse beaucoup de liberté sur le nombre de jours que tu veux prendre, etc. À quel moment. Donc congé illimité? Ouais, globalement, on regarde très très peu. On laisse une grosse autonomie aux gens pour s'organiser entre eux, tant qu'ils connaissent effectivement les grosses échéances, que les sprints sont respectés, que le delivery est bon, que les objectifs commerciaux sont atteints. Voilà, donc il y a des gens de toute façon qui sont malheureux quand ils prennent, tu vois, trop de vacances. Enfin, tu dois vraiment les forcer, donc à la limite, pourquoi les forcer? Et à l'inverse, t'as des gens qui sont des brutes de travail ou des brutes de productivité, ça leur va bien de bosser des fois des trucs jusqu'à tard le soir parce que ils ont toujours bossé, tu vois, un peu le cliché du dev qui bosse tard dans le noir. Bah, il y en a, ils fonctionnent quand même un peu comme ça. Et ceux-là, comment tu vas leur refuser de reprendre 3-4 jours de congé à droite à gauche pour faire des ponts ou tu vois, donc à la limite, vas-y, si tu veux prendre ces jours-là, on sait très bien la valeur que tu as, ce que tu apportes à l'entreprise. Donc vas-y, fais comme tu le sens et nous on regarde juste s'il n'y a pas des gros abus, mais globalement il y en a vraiment vraiment très très peu. Parce que c'est ça, dans les faits, en moyenne, ils prennent combien du coup? Alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'on laisse beaucoup de liberté. Dans les faits, on est à 27-28 jours, tu vois, par an, donc c'est pas beaucoup plus que les 25 jours de Ouais, congé. c'est 25 ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est en fait la moyenne française des gens qui donnent congé illimité. Je crois que la moyenne, c'est 5 semaines et demie. Donc tu vois, c'est à peu près c'est ça. ça. Hein. Et en fait, ça t'enlève par contre un poids, tu vois, de te dire, si j'ai besoin un jour, d'une après-midi, d'un truc, en Je fait, le prends, personne quoi. va m'emmerder. Je vais pas avoir un N+1 ou un N+2 qui va devoir signer la feuille d'absence, etc. Et ça, en fait, ça t'apporte vraiment je dirais une sérénité au quotidien, te dire, bah voilà, ils sont flex là-dessus, ils me font confiance et je leur fais confiance, c'est réciproque. Et c'est vraiment ce qu'on essaye, nous, d'avoir comme relation avec les salariés, quoi. Grosso modo, tu te sens mieux si tu sais que tu peux le faire. Et Ouais. c'est pas, Et c'est pas pour mais autant c'est que pas tu vas le faire, pour en autant fait. que tu vas le C'est faire. ça. Ouais, exactement. Je crois que tu sais, il y a une expérience qui l'illustre. Alors j'espère que je vais bien la dire. Je crois qu'en fait ils ont fait ils ont pris genre 2 salles de classe. Ouais. Avec vraiment, tu sais, ils doivent faire un contrôle. Genre, on va dire une disserte de philo. Un bruit un peu assourdissant, tu sais, genre avec du heavy metal, tu vois. Alors désolé pour les gens qui aiment ça, mais bon, même les gens qui aiment ça, faire une disserte de philo pendant 4 heures avec ça en mode à fond. Et en fait, au milieu de la classe, des 2 classes, non, au milieu, pardon, d'une des classes, il y a un bouton. Et c'est-à-dire que si tu appuies sur le bouton, bah tu peux l'éteindre. Ouais. Et ben en fait, ils ont mis ce bouton. Dans les faits, du coup, les élèves ne se sont pas levés pour aller éteindre le bouton, mais les élèves de cette classe ont une meilleure moyenne que l'autre. Et donc du coup, la morale de l'histoire, c'est, mais au moins ils savaient qu'ils avaient la liberté, s'ils voulaient, de l'éteindre. Et ça change tout, en fait, d'avoir ce sentiment de pouvoir contrôler toi-même un certain nombre d'aspects. Ouais. Donc je pense que ça illustre ça. Yes. Et dernier point un peu croustillant, c'est sur les salaires. Oui, c'est pareil, on est parti du postulat que les mieux placés pour définir leur salaire, c'était les salariés eux-mêmes, et que typiquement la direction, elle est parfois assez éloignée du job des gens. Hein. Typiquement, moi, savoir si un data scientist fait bien son job ou pas, tu vois, c'est compliqué pour moi de le juger. En revanche, eux, ils arrivent à se calibrer, et ils arrivent en fait à définir un peu leur bonheur, quoi. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec la rémunération qu'ils ont? C'est ça la vraie question. Et donc, le principe général, c'est que on veut plutôt une logique où ce soit pas tabou, ce soit ton salaire. On peut en discuter. Alors, on veut pas forcément que ce soit, parce que pour le coup, le rapport à l'argent, c'est quelque chose de très particulier entre les gens, entre la culture, la religion. Enfin, ça peut toucher quelque chose d'assez profond chez les gens. Et donc on veut que le salaire ce soit pas tabou et que on soit pas toujours dans une logique top down, tu vois, que ce soit le management systématiquement qui va dire bah tiens je t'augmente parce que on doit se voir tous les 12 mois et tous les 12 mois c'est normal que je t'augmente. Non, je te mettais 5% quoi. C'est ça. Donc nous on voulait quelque chose de beaucoup plus flexible et qui soit à l'initiative du salarié. Et idéalement avec ses pairs uniquement et que finalement la direction, entre guillemets, elle soit plus là pour observer de loin si tout roule, si tout se passe bien. Et donc concrètement, les salariés reçoivent tous les mois un Google Form, tu vois, où ils peuvent dire ma rémunération est OK ou alors j'aimerais bien la revoir. Et là-dessus, on a itéré beaucoup parce que pour le coup, tu arrives à quelque chose d'assez sensible dans la doctrine un peu d'entreprise libérée. On considère qu'une entreprise est vraiment libérée quand ce truc-là
Et quand le salaire est vraiment libéré, et bah pour le coup, nous on a préféré prendre le truc en se disant ok, si c'est vraiment ça le Graal, on va commencer par ça, et après le reste devrait découler. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors on a itéré beaucoup en mettant des règles qu'on a fait évoluer. Aujourd'hui, on permet aux salariés de s'augmenter par tranche de 100 euros. Par contre, ils peuvent le faire plusieurs fois par an, un peu à leur guise, toujours avec la capacité, enfin avec le devoir, j'allais dire plutôt que la capacité, de le justifier, de l'expliquer, d'avoir une espèce d'introspection et de le faire de façon collégiale, donc d'en parler avec un pair, deux, trois, etc. Voir ton leader si tu veux le mettre dans la boucle, c'est pas une obligation, mais en tout cas avec les personnes les mieux placées pour dire voilà ce que j'ai accompli, voilà pourquoi c'est nécessaire, j'estime que je mérite une augmentation. Et la personne qui est sollicitée doit aussi donner un peu son avis, son aval, etc. Voilà. Ok, et donc dans les faits, on est sur une moyenne d'augmentation. Les gens, ils s'augmentent de combien chaque année? Pareil, en fait, c'est assez marrant, c'est que on est sur une moyenne d'augmentation qui est plutôt aux alentours de 6-7%. Donc c'est globalement, on va dire, 7% par an, ouais. Ouais, par an. C'est globalement confortable, hein, je veux dire, tu n'as pas ça dans toutes les boîtes. Et quelque part, avant qu'on ait ce système-là, on n'était pas plus radin, quoi. On avait plutôt à peu près la même logique. Voilà. Par contre, ça change un peu le rapport à l'argent, le rapport à le truc un peu classique. Alors, il y a des profils qui sont assez timides, tu vois, par rapport à ça, qu'osent pas demander, etc. Et quelque part, tu vas des fois, toi, avoir besoin de catalyser un peu la truc pour dire, tiens, écoute, ce serait bien, tu le mérites, franchement, fais ta demande d'augmentation parce que je sais que tu es timide et franchement, tu fais un super job, ce serait bien. Il y en a, bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui se privent pas de le faire, etc. Donc les gens jouent bien. Je veux dire, il y en a qui le font genre tous les mois ou. Ouais, après voilà, c'est là où on fait de la pédagogie, tu vois, pour dire attends, on n'a pas l'impression que tu sois tant que ça en retard sur ta rémunération. Et en fait, c'est une super occasion pour avoir du dialogue avec les salariés. Et pour voir le vrai visage, du coup. Ouais, et aussi pour voir le vrai visage. Ouais, il y a des fois, tu es là où tu te rends compte qu'il y a un décalage sur la personne qui a des aspirations assez importantes en termes de rémunération. Et toi, en fait, t'es plutôt tu peux être déçu, en fait, du salarié ou tu n'es pas en face par rapport à ce qu'il a accompli. Et en fait, c'est pour dire, en fait, y a un truc qui va pas, tu vois. Je sais pas, c'est comme si tu étais avec une copine et que ta copine, elle te dit, bah, j'aimerais bien qu'on se marie, alors que toi, t'es pas du tout dans ce délire-là. Ouais. Le jour où elle te le dit, bah, tu vois, attends, je crois qu'on n'est pas du tout dans la même longueur d'onde, quoi. Ouais. Et c'est vrai que des fois, ça a amené à des ruptures, des fois des deux côtés, en fait, où tu te rends compte qu'il y a un décalage que tu n'avais pas forcément mesuré avant. Si tu es toi uniquement dans une logique d'améliorer la rémunération de la personne, en fait, tu n'aurais pas eu ce moment-là, en fait. Donc c'est vrai que c'était assez inattendu comme enseignement, mais c'est ce qu'on constate, ouais. Et tout ça, vous l'avez mis en place quasiment tout de suite ou ça a été au fur et à mesure? Non, on l'a mis de façon assez brutale enfin brutale dans le sens plutôt de façon binaire, tu vois. Ce qui a été déclencheur, c'est dans le même mois, on a 3 démissions sur des gens qui te disent bah on kiffe la boîte, on kiffe le projet, on kiffe les équipes. Mais en fait, sur ces 3 personnes-là, il y en a un qui te dit bah j'ai envie d'être freelance en fait parce que j'ai envie de taffer un peu comme je veux. Enfin voilà, j'ai envie de bosser à mon rythme depuis chez moi. Je veux un minimum de management et voilà. Il y en a un autre qui te dit bah moi j'ai eu une prop d'un concurrent et le mec te dit bah ok, tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'il va gratter 5K à côté. Tu dis en fait 5K c'est con, tu vois, moi je vais pas derrière, je vais prendre un cabinet de recrutement, ça va me coûter un steak Ça de va te 10K. coûter plus cher, ouais. Je vais avoir la personne dans 3 mois, je vais l'onboarder, ça va me reprendre 3 mois, donc en vrai tiens, tu voulais les 5K, je les aurais donnés direct en fait, la question elle se posait même pas. Et on a eu un 3e cas pareil où un stagiaire qu'on avait qui était hyper bon et qui nous dit bah en fait j'ai une prop, c'est un mec qui avait fait Epitech, j'ai une prop genre c'est Silicon Valley à 125 000 $ par an. Et là tu dis wow, mais comment je vais faire moi pour rivaliser? Et donc là on se dit ok, il faut qu'on ait un modèle qui offre beaucoup de liberté, beaucoup de flexibilité, que l'argent on lâche un peu la bride là-dessus pour que ce soit pas un sujet, parce que quand tu as un talent faut que tu le gardes, ça te coûte beaucoup plus cher à recruter, à onboarder la personne, donc tu rétro-pédales et ta croissance elle est freinée. Et donc de façon assez on-off,
évidemment, on avait toujours baigné un peu dans cette culture un peu humaniste. On avait beaucoup La culture Netflix aussi un petit peu là, dans aussi, tout ce que tu ouais, décris. Hein. On a toujours beaucoup lu tous ces bouquins sur l'entreprise du bonheur. Rule No Rule voilà. aussi, donc avec de Exactement, Reed Hastings et entreprise- je sais plus comment elle entreprise s'appelle. du là. bonheur, voilà, Zappos, toutes ces choses-là. Et donc, évidemment, on a toujours eu un écho très fort par rapport à ce genre de discours-là. Et donc là, on se dit, putain, en fait, si on veut rivaliser, si on veut être compétitif, en fait, il faut qu'on change la culture et qu'on s'adapte à notre époque et qu'on propose un truc qui est en phase avec nos valeurs. Ok. Non, bah écoute, toi, on a bien fait d'en parler parce que c'est hyper important. On parle pas assez de management et de culture là dans le podcast. Et tu sais que nous, en plus, c'est des sujets qui nous intéressent évidemment énormément. Ouais. Du coup, si on revient sur Time, donc que vous montez en 2015. Ouais. Là, donc au spin-off de c'est quoi, c'est l'expertcomptable.com. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous montez Time. Mm-hmm. La première promesse, c'est quoi? C'est solution tout en un? C'est quoi? Comment vous la marketez un peu? La promesse, elle est dans le nom, paradoxalement, pour le coup, c'est le temps. On va te faire gagner du temps. Ouais, c'est ça. Exactement. Et l'anecdote, elle ira même jusqu'à dire que les deux I sont là pour représenter l'expert rentable et l'entrepreneur. Tu vois, d'ailleurs, le premier logo tout pété que j'avais fait, c'était ça. C'était deux entrepreneurs, enfin, deux personnes qui se serraient la main et qui gagnaient du temps. Ouais. Le vrai truc, c'est ça, c'est faire gagner du temps. Ouais. I see. Ok. Comment ça se passe au début? Comment se passe l'acquisition des premiers clients? Qui est-ce que tu adresses directement, instinctivement? Alors nous, on vient de l'expertise comptable, donc on adresse ce marché-là en priorité. On sait qu'on sait faire un outil qui parle à des besoins comptables, tout en ayant cette brique pré-compta très forte. Ça, c'est notre savoir-faire, qui est assez unique à l'époque sur le marché, de dire on fait un truc très simple pour les entrepreneurs, mais qui va vraiment servir la cause des experts rentables. Et c'est ça qu'on vend aux experts rentables en leur disant, mets ça à tes clients, installe ça dans ton cabinet, et tu verras, tu vas faire des gains de productivité qui sont drastiques. Voilà. Et à l'époque, mais même aujourd'hui, en fait, très très peu de marketing, parce que nous, on a toujours on n'a jamais levé de fonds, jamais. 100% bootstrap. Ouais, 100% bootstrap. Donc toujours été rentable. Ouais, en fait, sur le projet Time, assez rapidement, puisque très vite, on a des cabinets qui tapaient déjà notre porte avant. Donc quand on se lance, Day One, on peut implémenter chez eux. Et donc nourri par notre chiffre d'affaires et du financement classique, en fait, bancaire, des emprunts. Ouais, parce que je me dis quand même que tout ça, en fait, c'est quand même un outil tech. Ouais. Ça forcément, ça coûte quand même cher en recrutement et autres. Ouais. Comment vous avez fait au début? En fait, nous, on y allait de façon vraiment progressive. On a eu la chance d'avoir une core team au début hyper efficace. C'est-à-dire que avec 3 bouts de ficelle trois bouts de ficelle, c'est avec 5-6 personnes, on a réussi à faire plus qu'un MVP, mais une vraie V1 qui tenait la route, qui a réussi à scale jusqu'à un nombre d'utilisateurs déjà assez conséquent, donc qui nous a coûté assez peu en masse salariale finalement, mais par contre qui a réussi à nous lancer, à nous propulser, à nous faire connaître. Et derrière, en fait, on est arrivé aujourd'hui, on est 250 dans la boîte, mais on n'a pas eu des vagues massives de recrutement. On a plutôt été progressif, tu vois, à hauteur de 25-30 personnes par an à peu près, au fur et à mesure de notre croissance, ouais. Ok. Et donc ça c'est dès le début. Vous montez Time. Là, tu vas adresser tes premiers clients. Mm-hmm. Donc tu dis en fait tout de suite, parce qu'en fait moi c'est ce qui est pas très clair pour moi, c'est qu'en fait. Et en plus, alors c'est marrant, en fait, on peut le dire, de toute façon, les gens le verront dans le podcast, c'est que là, à quelques épisodes près, il y a aussi Arthur de Penny Lane. Ouais. Vous faites des métiers différents, mais qui sont aussi pareils à certains points ou quoi. Et moi, je me rappelle qu'au début de Penny Lane, pareil, j'avais du mal à comprendre. Mais en fait, c'est quoi tes clients? C'est des boîtes comme nous ou c'est des experts comptables? Est-ce que t'es toi-même un expert comptable? Enfin, tu vois, tout ça, pareil. Et et j'avais un peu la même image avec Time. Et donc, du coup, est-ce que du coup tu peux me préciser ce que vous êtes vraiment aujourd'hui? Et en fait, est-ce que vous étiez à l'époque et est-ce que ça a évolué? Non, en fait, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre parti, c'est de dire que si tu as un business, tu as besoin d'un expert comptable. Il est indispensable, il a besoin, lui, de logiciels. Mais en fait, les outils que lui te mettait à disposition, ils n'étaient pas très bons, ils n'étaient pas pensés pour toi, en fait. Et donc nous on vient résoudre un peu cette problématique-là en mettant un outil pour l'expert rentable qui reprend, on va dire, ce qu'il connaît, et par contre un outil très simple pour l'entrepreneur.
L'avantage de ça, c'est que tu touches un parc d'experts comptables important et qui eux-mêmes adressent 3 millions d'entreprises par an. L'inconvénient de tout ça, c'est que tu dépends d'eux en termes de distribution, en termes de visibilité, en termes de rythme de croisière aussi. Et donc nous, depuis, je dirais maintenant 2 ans, on propose 2 choses pour les entrepreneurs. La première, c'est une petite partie de notre produit qui s'appelle Time Invoice, qui est l'outil de facturation. On le propose en freemium. Et donc ça nous permet d'avoir des gens qui utilisent, C'est de faire l'acquisition directe. Nous permet de faire de l'activation, d'avoir de la visibilité très forte. C'est le gros pouvoir de du gratuit, quoi. T'as une viralité qui est dingue, Forcément. avec des coûts d'acquisition qui sont hyper faibles, mais par contre ça te crée de l'attraction et ça te crée du bouche à oreille. En fait, c'est là où ça devient vertueux, c'est que t'as des utilisateurs qui commencent avec ton outil freemium et qui viennent te voir en disant ma société grandit, j'étais en micro-entreprise, maintenant j'ai besoin d'un expert comptable, je vais vous proposer aussi des trucs pour les experts comptables. Est-ce que vous pouvez me proposer un expert comptable? Moi je suis à Perpignan, est-ce que vous en avez un à Perpignan? Bah oui monsieur, on en a un. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'expert comptable il voit aussi ce que t'apporte le fait de parler en direct à des entrepreneurs sur quelque chose où tu marches pas du tout sur ces plates-bandes, tu fais juste un outil de facturation comme il y en a des centaines, voire même Word et Excel comme concurrent aussi des fois numéro 1. Et c'est ça qui change un peu la donne, c'est que du coup tu as une visibilité qui est plus forte et c'est vrai que du coup maintenant on parle un peu à ces 2 marchés là qui sont en fait très complémentaires, voilà. Donc le marché des experts comptables d'un côté, Ouais. où là en fait tu vas faire un peu du B2B2B, parce Ça, que du coup ouais. les experts comptables vont être un peu des ambassadeurs pour toi. Ouais, exactement. Et tu peux, par exemple, moi demain je peux créer mon compte pro sur Time, Ouais. je peux faire mes invoices et mes devis Exactement. sur Time, Ouais. et je peux et après c'est quoi? Du coup je peux avoir mon tableau de trésorerie, Ouais, en mon, fait, quand tu mon passes résultat avec comptable quand du tu mois. passes avec le compte pro chez nous, tu as accès à on va dire à la totalité des outils côté entrepreneur, donc c'est-à-dire la partie gestion des achats, tu vois, où tu prends en photo ton justificatif. Derrière, on va le récupérer, lui rajouter un cachet serveur, le matcher avec ta bonne transaction bancaire, etc. Tu vas pouvoir faire des petits tableaux de bord de trésorerie, agréger tous tes comptes bancaires au même endroit. Tu vas pouvoir faire tes notes de frais, tes indemnités kilométriques. Par contre, si tu as juste cette partie-là, ton expert comptable, c'est lui qui fait ton bilan, ton compte des résultats, tes déclarations de TVA. Oui, mais pardon, je parlais de compte de Ouais. résultat prévisionnel, par exemple, sur 6 Ouais. mois, ou sur le mois, tu vois. Ouais. Calculer sa rentabilité du mois. Moi, aujourd'hui, par exemple, moi, je le fais soit sur ma petite boîte de Ouais. rémunération, où Ouais. on est 2, du coup, ma femme et moi. Ouais. Ça, on n'a pas pris de logiciel pour ça, on le fait sur un Google Sheet, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et là, pour le moment, alors nous, on couvre pas la partie prévisionnelle. Et donc, c'est en ça que, si tu veux, notre compte pro, quand on le distribue, on va dire de façon ouverte aux entrepreneurs, ça reste un compte pro. C'est pas un outil de gestion, c'est pas un outil de comptabilité. Complètement standalone. Voilà, c'est là où ça reste un produit plus bancaire d'ailleurs, Ouais. plus qu'un outil comptable. Voilà, parce que quand tu dois faire vraiment de la comptable, c'est pas la même paire de manches et c'est mieux quand c'est ton expert Ouais. comptable qui s'en charge. Et quand tu vois un conto, là, par exemple, qui rachète Regat, qui, Ouais. si je dis pas de bêtises, c'est ça, est un outil de facturation de vie en ligne. Ouais, c'est un outil de pré-compta Regat, ouais. Et Qui va pas jusqu'à vraiment, sans rentrer dans les détails, mais t'as la pré-compta et la compta. Donc la compta, c'est la production, les liasses, les bilans, etc. Ce qu'on fait chez Time, mais aussi on fait aussi la pré-compta, et ce qui est le marché qu'adresse principalement Regat, ouais. Et quand tu vois qu'une grosse fintech scale-up, licorne, Ouais. fleuron français comme Conto Ouais. se lance là-dedans, et en fait, je pense en fait que leur vision, ça va être pareil, d'avoir en fait une suite d'outils Mhm. fintech pour les entrepreneurs et les experts comptables. Alors pour les experts comptables, je sais pas, parce que pour l'instant, je crois pas qu'ils les adressent. C'est alors, je sais pas comment on réagit comment on réagit à ça quand on est en En face. soi, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que si tu regardes les pubs de Conto depuis même 2-3 ans dans le métro, etc., il y en a une sur 2 qui parle du compte pro et le reste qui te parle de compta, d'administratif, de justificatif, etc. Même si en soi, c'est pas vraiment de la compta, mais en tout cas, il y a cet abus de langage-là pour dire, voilà, on va te faciliter ta compta au quotidien. Là, c'est évident qu'ils vont plus loin. C'est pas non plus un secret de polichinelle, hein, quelque part, ils s'en sont vraiment jamais cachés. C'est sûr que là, ça peut être une menace pour les experts comptables parce que, pour le coup, on sait que demain, avec la facturation électronique, il y a beaucoup de choses qui vont rebattre un petit peu les cartes.
Donc oui, ça peut être Vous êtes prêt à ça? Ouais, complètement. On est en train de passer la certification ISO. Enfin, c'est vraiment dans les tuyaux. On attend le papier. Bon, après, on est plus prêt que l'État, hein, vraisemblablement, qui repousse la réforme un peu. Ouais, est-ce que je crois qu'en vrai, c'est quoi? C'est 2026 ou 2027, ouais, non? ça va Dans même, la réalité. il y a même encore des use cases qui vont être plutôt 2030. Donc bref, Ouais. ils y a le voudraient time. y aller en reculons, qui ferait pas mieux, quoi. Il y a le time, quoi, sans mauvais jeu de mots, quoi. Ouais, c'est bon, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ça changera la donne pour les experts rentables et ça peut être une opportunité pour le coup pour les acteurs un peu side comme les banques d'aller marcher sur ces plates-bandes là. Donc en soi, c'est une vraie menace. Pour expliquer comme aux gens hein, ce que c'est, hein, du coup cette nouvelle loi là de la facturation électronique, c'est que du coup on n'aura plus droit aux factures papier. Oui, alors ça va. Déjà d'une. Ouais, c'est ça. Et de deux, mais en fait, je vais te laisser le dire, parce que tu vas le dire avec des meilleurs mots que moi. Ouais, en fait, c'est-à-dire que toute facture que tu envoies ou que tu reçois devra répondre à un certain nombre de formalismes, donc de fichiers normés, en gros, un fichier XML qui correspond à un standard, et va devoir transiter par les serveurs de l'État, pour faire court, d'accord ? Et donc, en fait, ça va créer une espèce de boîte mail, pour schématiser, entre deux entreprises qui leur permettent d'échanger leurs factures entre elles. Voilà, c'est un peu ça le schéma. Et au milieu, tu as l'État. Comme ça, l'État, il fait quoi ? Il récupère tes données de TVA et puis ça lui permet, lui, de lutter contre la fraude et de récupérer au passage quelques milliards d'euros en théorie. Voilà. Ça, c'est le grand principe autour de la réforme de la facturation électronique. Donc, normalement, c'est aussi les gains associés qui sont... des temps de traitement de factures plus courts, fini les factures qui se perdent, des états entre ma facture payée, etc., envoyée, qui sont, on va dire, standardisés entre l'émetteur et le récepteur. Voilà, c'est ça dans les grandes lignes, tous les enjeux qu'il y a autour de la facturation électronique, c'est de simplifier toutes les démarches et la lourdeur du coût de traitement d'une facture. Voilà. Ok, très bien. On va reprendre un peu notre fil chronologique. Yes. Donc, vous montez Time avec tes compères. Ouais. Donc, j'ai bien compris ce que t'es la V1 du produit. Ouais. Comment se passe l'acquisition au début? Donc, j'ai bien compris pareil que vous étiez 100% bootstrap, pas de levée de fonds. Donc, tout de suite, vous allez vendre le produit et faire du chiffre d'affaires, de la marge et de la rentabilité. Ouais. Vous adressez quelle typologie de clients au début? Donc vraiment les experts comptables. Ouais, au début. Et donc, mais pas les clients particuliers. Non, pas les clients finaux du tout. Malgré le fait que le compte pro, vous l'avez pas dès le début. On l'a, non, on l'a pas dès le début. C'est long à mettre en place, etc. Donc c'est un métier hein, d'être dans ces trucs-là. Et donc on a été assez prudent dans la distribution du compte pro. Et aujourd'hui, on réserve la distribution du compte pro à des gens qui ont un expert rentable, ce qui permet d'avoir un vrai stamp, tu vois, de OK, client sérieux, etc. Parce que tu as des cas de fraude que tu imagines même pas quand tu commences à avoir un compte pro que tu distribues comme ça de façon trop facile en tout cas. Ouais. Donc nous, on est toujours très précautionneux par rapport à ça. Et donc non, le compte pro, on l'adresse vraiment de façon, on va dire, soutenue depuis plutôt 2 ans globalement. Ouais. Ok. Et donc au début, surtout les experts comptables. Ouais. Comment se passe l'acquisition par exemple sur la première année? Parce qu'en fait, du coup, j'ai aucune idée en fait de quel type de chiffres on parle à l'époque et aujourd'hui sur Time. Mais est-ce que du coup on assiste vraiment à une croissance qui est exponentielle et qui est tout de suite conséquente? Je dirais qu'elle a été assez régulière. Elle a vraiment, ça a vraiment décollé aux alentours de 2020 quand on a enrichi le produit de la partie comptable, production comptable. Ça a vraiment fait basculer les experts rentables en disant ok là c'est canon, on a un truc non seulement pour mes clients qui est chouette, mais moi je m'y retrouve aussi, mes collaborateurs s'y retrouvent. Avec le choix un peu malin de dire que si tu continues d'utiliser ton logiciel, ton Sage, ton CJ, tu peux avec Time et tu peux quand même, tu as 2 choix en fait, soit tu gardes tes outils un peu legacy, soit tu vas aller plus loin et tu vas être dans une logique de all-in-one. Voilà, c'est ça qu'on proposait, ce modèle hybride, et ça a largement plu. Et donc en fait, on est sur une croissance, pour résumer, qui est à peu près de l'ordre de 30% par an. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui... on devrait clôturer à peu près à 30 millions et on est 30 millions d'ARR du coup. Ouais, c'est ça, et on est 250 salariés, ouais.
Ok, donc on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Et encore une fois, tout ça sans jamais lever de fonds. Et a priori, vous aurez jamais besoin d'en lever. Alors, ce qui est quand même vachement... Ouais. C'est pas... Genre, moi, je connais zéro... Vous vous considérez comme une fintech, je suppose. Ouais, bien sûr, ouais. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres fintechs qui sont non financés? Je crois pas, hein. Il y en a qui l'ont été. Tu vois, par exemple, une boîte comme Lucas a levé des fonds très tardivement, en fait. Lucas qui a fondu les plombs. Ah non, tu parles de Lucas, pardon, je parlais de Luco, moi. Ouais. Lucas, L-U-2-C-A. Ouais, non, Lucas qui est plus... Non, Lucas, eux, ils sont solides, ouais, Luco, c'est pas la même. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est l'exemple inverse, tu vois, Luco de la boîte qui a levé beaucoup, etc. et qui s'est retrouvé dans les dérives de ce système-là. Ouais, et pourtant, ils avaient un super produit. Ils avaient un produit plutôt cool à la base. Non, en fait, c'est pas tellement une histoire de besoin. Alors clairement, on essaye, nous, de repousser cette échéance le plus possible et je passe mon temps à refuser très poliment les invitations des fonds et des choses comme ça, parce que en fait, on n'en a pas forcément besoin, tout simplement, en fait, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on est sur un rythme de croissance qui nous convient, qui correspond à nos aspirations, à notre façon de fonctionner. On n'a pas envie de prendre des risques déraisonnés en termes de croissance. Et de faire des choses, tu vois, qui pourraient froisser notre image ou qui pourraient nous faire prendre trop de risques. Donc aujourd'hui, on est très bien dans cette situation-là. Voilà, d'avoir 100% du capital, c'est quand même très très confortable. Mais par exemple, là, vous auriez quand même la bonne taille, et ça pourrait être le bon timing puisque ça va bientôt faire 10 ans que vous êtes sur le dos. Quand on est sur 10 ans sur une aventure, on a quand même droit à une récompense. Là, je suppose qu'il y a plein de fonds qui seraient ouverts, par exemple, à faire du LBO. Ouais, il y en a des tas. Donc, faire du LBO, hein, pour expliquer aux gens, c'est le fonds, en fait, contrairement à une levée de fonds où, en fait, le fonds met une somme dans la boîte en échange de parts dans la société. Là, un LBO, c'est qu'en fait, ils vous rachètent carrément des parts à vous, les founders. Et du coup, ce qui vous permet de faire du cash out et de dérisquer une bonne somme, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, après, on est pas malheureux, hein, je suppose que etc. non. Non, après, c'est de façon un peu cash et des fois, on se dit que, tu vois, le capital, c'est la soupe, quoi. Et quand t'as juste 1% qui est pris par un fonds, je prends 1%, mais bon, c'est une goutte de pisse, quoi. Mais mine de rien, la soupe après. Attention à ce que tu dis, parce que ça veut dire que là, je sais pas s'ils reviendront. Hein. Et après la goutte, moi j'aurais déjà dit, mais après la soupe, elle a pas le même goût quand même si c'est qu'une goutte, tu vois. Et donc on n'a pas envie de mettre le doigt dans cet engrenage-là. On peut se le permettre. Ça nous économise un temps monstrueux, tu vois, de pas avoir de roadshow à faire et de tous ces éléments-là. Enfin voilà, on gagne beaucoup de temps, on peut se focaliser sur nos clients, sur notre produit, parce que c'est vraiment ça la priorité, quoi. C'est avoir un produit qui correspond à nos clients et avancer à notre rythme. Voilà. Ok, très bien. Écoute, hyper clair là-dessus. Du coup, si on prend donc la boîte à 9 ans, si on essaie un peu de la séparer en chapitres, de la séparer en milestones, sans en donner une dizaine, mais je suppose qu'il y a quand même, il y a peut-être où on peut la séparer au moins en trois histoires. Ce serait quoi le premier milestone que vous passez, du coup, après sa création en 2015? Je dirais que c'est quand on arrive à avoir une V2 qui est commercialisable et qui rencontre son marché. Où là, les experts comptables nous disent, ok, là, vous avez un truc, c'est du jamais vu. On s'attendait pas forcément à ça, mais c'est cool. Et ça nous permet de nous propulser. C'est en quelle année ça? Ça, je dirais que c'est 2019 à peu près. Okay. Ouais, tu vois, c'est au bout de 4 ans globalement. Après, c'est quand on va plus loin sur la production. Et là, ok, les gens nous disent, waouh, sur la production, j'ai fait mes bilans dans un temps record, j'ai fini ma période fiscale. Un mois avant par rapport à ce que je faisais, et les clients adorent vos trucs, et c'est royal. Et je dirais que là on est dans la dernière l'étape qu'on franchit, c'est plutôt sur le côté tout en un avec le compte pro, où là on a du coup une double adhésion à la fois des entrepreneurs et des experts comptables. Ok, voilà. Donc ça c'est on va dire un peu les différents milestones là-dessus. Je te propose qu'on reste un petit peu sur le produit. Donc tu nous l'as très bien décrit, on a bien compris ce qu'était Time aujourd'hui. Du coup maintenant pour comprendre, alors j'allais dire votre vision à toi et tes cofondateurs. Votre vision c'est de faire de Time une suite d'outils, un outil tout en un.
Ouais. C'est quoi quelle sémantique vous utilisez? C'est quoi votre vision sur les 2, 3, 4 prochaines années là qui arrivent? Alors, je pense que la vision, c'est clairement cet outil tout en un. On utilisait le terme un peu super app à un moment donné, qui était un peu à la mode. On est en fait dans un monde idéal. On aimerait presque, enfin, tu vois, la vision à très long terme, c'est de se dire que demain la compta on l'automatise de A à Z, presque en mode boîte noire. On récupère les flux de données et derrière, ça prémâche la compta et l'expert comptable il gagne déjà un temps monstrueux. Et donc il gagne du temps ou ouais, en fait, si on est cynique un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait pas besoin d'avoir autant de collaborateurs, lui, l'expert comptable. Donc, il ferait des économies, donc il ferait plus d'EBITDA. Il fera autre chose, il fera du conseil, il fera de l'accompagnement, et c'est déjà ce qui va se passer avec la facture électronique, en fait, hein. C'est, en Italie, typiquement, ils sont passés à cette réforme-là. Savoir que la saisie comptable, c'est à peu près 50%, on va dire, de ce que prennent les experts comptables. Donc aujourd'hui, ils arrivent à le vendre. Demain, ils auront plus cette capacité à se justifier auprès de leurs clients. Donc c'est sûr que demain, il fera d'autres choses. Il sera RAF, il sera coach, il sera plus proche sur des questions un peu plus business. Par contre, c'est sûr que le nombre de salariés risque potentiellement d'être réduit. Mais ça, à la limite, c'est pas forcément si grave. Déjà, la profession, elle se renouvelle. Elle a du mal à être attractive aujourd'hui. Donc demain, je pense qu'on sera plus dans un job de coach que de comptable tel qu'on le connaît. Et ça, c'est pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait pour tout le monde, parce que c'est aussi ce qu'attendent les entrepreneurs de leur comptable, quoi. C'est-à-dire, vas-y, donne-moi le bon conseil, le bon truc. Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que tu penses que, je sais pas, la vitrine de ma boutique, ça décolle pas? Et c'est là où l'expert comptable, il aura un rôle nouveau demain. C'est ça qu'aujourd'hui, moi, je vois, tu vois, mon expert comptable, mais ils ont, je sais plus lui combien de collaborateurs il a, mais je sais plus pareil combien de centaines ou de milliers de clients il a. Moi, j'ai une super relation avec lui parce que, après, c'est mon côté entrepreneur, sales. Dans tous les cas, moi, je te lâche pas. Je lâche pas l'affaire. Donc, moi, si je veux une info, je l'aurai. Après, en plus, moi, j'ai trouvé d'autres moyens, en plus de créer la bonne relation avec lui. C'est qu'en plus, je lui ai envoyé plein de clients. Et que je parle de quelqu'un, je parle évidemment de Jean-Michel Artier, le meilleur expert comptable de Paris, tu vois. Et donc, du coup, on a une super relation donnant là-dessus. Par contre, tu vois, dès que j'ai besoin d'un conseil ou quoi, il est toujours là, toujours de bons conseils, toujours de la... Mais par contre, et sans lui faire des honneurs, je sais qu'il peut pas se permettre ça avec ses centaines ou ses milliers de clients. Bien sûr, Donc du coup, en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est un vrai problème. Et tu vois, moi, quand je parle à plein de potes qui sont entrepreneurs, je dis demande à ton expert comptable. J'envoie un mail, il me répond jamais. Le mec, il répond pas. Il a pas le temps, ou il sait pas. Mais en fait, moi, j'envoie un WhatsApp et j'ai la réponse en 5 minutes. C'est parce que réellement, il a pas le temps, parce qu'en fait, faut voir le clairement. boulot de malades qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est des taffeurs comme tu en as rarement vu. Enfin, c'est ont besogneux, incroyable. Et donc du coup, ça veut bien dire que cette corporation, il y a plein de choses qu'il faut changer. Ça va les libérer en fait. Donc en fait, ce que vous êtes en train de faire, ça va dans ce sens-là en fait. Exactement. Complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui, ils commencent à, ils sont assez en avance sur les sujets d'automatisation malgré tout. Les experts comptables, ils ont toujours été branchés assez fortement logiciel, mais ça doit aller encore plus loin, tu vois. Ça va aller beaucoup plus loin, largement. Clairement. Et donc du coup on parlait de cette vision, mais du coup pour aller encore une fois pour aller plus loin, demain vous c'est quoi par exemple là même en 2024, ça va être quoi les nouveautés ou ça va être quoi les nouveautés en 2025 dans ce que tu peux dire évidemment dans les chantiers qui sont en cours. Qu'est-ce que vous allez en quoi vous allez continuer à innover? On va largement enrichir, typiquement le compte pro, on va largement l'enrichir parce que y a beaucoup à faire avec des cartes salariées, aller tu vois sur des sujets comme ça d'expense management, et ça c'est quelque chose qu'on adresse pas forcément très bien. Un peu à la Spendesk. Ouais, un petit peu dans cette logique-là, où aujourd'hui on était très orienté sur le dirigeant. Mais on s'adresse, comme je te disais, à des boîtes qui peuvent être un peu plus grosses. Donc, tu vas avoir besoin d'une carte spécifique pour ton commercial qui se balade. Tu vas avoir besoin d'une carte pour ton marketing, etc. Donc ça c'est des choses qu'on va adresser de mieux en mieux. Là où on va accélérer aussi, c'est sur toute la partie juridique. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui va adresser les experts comptables, où on a un gros module qui est en train de sortir vraiment de cette bêta et qui va vraiment, je pense, cartonner, qui leur permet de faire des créations d'entreprise beaucoup plus rapidement, qui leur permet de faire tout ce qui est juridique annuel, juridique exceptionnel de façon beaucoup plus efficace aussi, puisque connecté et interconnecté aux données comptables. Et ça, c'est quelque chose où on va leur permettre de créer des boîtes beaucoup plus facilement,
Et aujourd'hui, ils font encore beaucoup de choses, tu vois, des statuts sous Word, etc. Bah, et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui pour l'immatriculation se tournent vers des legal place, des legal start vers des gens comme ça, ou autre, parce que en fait c'est beaucoup plus simple en fait quoi. Ouais, exactement. Et là, on va Et moins cher et plus rapide. Ouais, et là, on va leur permettre de gagner du temps. On va leur permettre d'être compétitifs, de regagner justement un avantage concurrentiel sur des legal tech qui ont mis beaucoup de tech là-dedans. Ouais, qu'ils étaient en train de perdre. Voilà, et parfois au détriment de la qualité de conseil en fait. Et là, du coup, on va leur permettre à la fois d'assurer et de valoriser leur mission de conseil, d'accompagnement. Par contre, d'être très efficace sur toutes les formalités et de pouvoir créer des boîtes en un clic globalement, ouais. Ok, hyper clair. Du coup, on en a parlé un peu sans en parler. Du coup, vous êtes une fintech. Vous êtes sur une suite d'outils avec de nombreuses features. Donc forcément, en fait, vous avez plein de concurrents plus ou moins directs, concurrents indirects. Ouais. On en a cité plein là. Je veux dire, il y a pas de secret. Déjà, en fait, moi, ma première question, c'est comment toi tu la gères la concurrence et c'est quoi ta relation que t'as avec tous ces gens là qu'on a pu citer dans le podcast. Globalement, nous, on a toujours été, ça fait longtemps qu'on est dans les affaires globalement, et on a toujours essayé d'avoir des relations très saines avec tout le monde, de jamais faire des trucs méprisants. Tu vois, moi, j'ai jamais acheté en AdWords la marque d'un concurrent, j'ai jamais fait de page alternative. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pas sain, tu vois. Mais vous, on vous l'a déjà fait? Ouais, tous les jours, ouais, je pense. Donc ça, on a toujours essayé de rester très cordial avec les gens, de toujours trouver des terrains d'entente gagnant-gagnant, tu vois. Donc ouais, on a des échanges cordiaux avec la terre entière, grosso modo, parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait en fait. Donc pas avoir d'ennemis, c'est sain. Donc ouais, on est vraiment dans une logique de finalement de pas trop les regarder tant que ça. Parce que ça a tendance à te dévier de ta trajectoire. Tu connais, j'imagine, ce visuel de Chad Leclos qui regarde partir. Ça te parle ou pas du tout? Non, pour l'instant, non. Eh tu verras, c'est un visuel qui a pas mal tourné de je sais plus à quelle épreuve c'était, quel JO c'était. C'est Chad Leclos qui regarde passer... putain, j'ai oublié son nom, le nageur Phelps. Ouais, Michael Phelps, qui le regarde partir. Et en fait, si tu regardes ton concurrent, lui il s'en va, il file, tu vois. Ouais. Et donc nous on essaye de rester focus, et c'est hyper important parce que comme tu le disais, en fait, on peut avoir des tonnes de concurrents si on regarde ça de près, tu vois. On a un produit qui est très horizontal, donc on va potentiellement, si je regarde tous les mecs individuellement, c'est pas un concurrent que j'ai, c'est 20 en fait, plus ou moins avec un overlap plus ou moins marqué. Donc notre but c'est de nous rester droit dans nos bottes, dans nos valeurs, de regarder nos KPI, les North Star métriques, de est-ce que le client est content, est-ce qu'on a une croissance qui est correcte, est-ce qu'on est vraiment sur les KPI qu'on a définis, est-ce qu'on est dans les clous, mais pas trop de regarder ce qui se passe à côté. Ok, nice. On va arriver plus ou moins rapidement vers la fin du podcast. Moi, il y a une question que je pose à chacun et chacune des invités. C'est si tu devais me mettre en relation avec un ou une entrepreneur qui demain prendrait ta place ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête comme ça? Il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Yann Leonardi, que je trouve sur le marketing. Il est dans ma liste. Qui est incroyable. Enfin, je trouve qu'il fait vraiment des analyses qui sont. Et depuis longtemps. Qui sont smart, qui sont profondes et qui sont à la fois faites sur un format assez léger. Donc c'est vachement consommable. Et pour autant, c'est des masterclass à chaque fois. C'est très documenté, ouais. Ouais, c'est très documenté, c'est très, c'est pas fait à l'emporte-pièce, quoi. C'est vraiment sérieux. Et ouais, lui, je pense qu'il doit dépoter. Je devais l'avoir là, du coup, sur ces sessions. Et finalement, ça avait pas concordé au niveau des agendas. Il vit pas à Paris. Il vit en Italie. Okay. Ah oui, et ouais, je rêve de l'avoir parce que ce mec-là, je le suis, moi, tu vois, regarder des contenus sur YouTube, etc. C'est quelque chose qui est ultra normal depuis le confinement. Oui, tu vois, c'est la base. Ouais. Mais lui, tu vois, je me rappelle que je le regardais sur YouTube déjà en 2015, 2016, quoi, tu vois. Il était hyper en avance là-dessus, quoi. Ouais, ce qui est fort, c'est que je trouve il est aussi bon en vidéo qu'à l'écrit. Même la newsletter, tu vois, elle se digère hyper bien, c'est bien écrit et le dosage est parfait, je trouve, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui, dans une organisation, je pense, apporte beaucoup. Et tu le connais bien? Du tout?
Ah, ok. Non, je le connais pas du tout. Mais je rate quasiment rien de ce qu'il produit. Et ouais, il serait à ma place, je pense qu'il serait très bon. Parce que c'est vrai que toi, en fait, en termes de, du coup, on se connaît un petit peu. Moi, je sais que la création de contenu pour toi dans ta consommation personnelle et par rapport à ta stratégie sur Time, c'est quelque chose qui est assez important. À quel moment t'as senti que c'était un sujet qui était pas anodin et qui pouvait vous apporter un retour sur investissement en termes de temps et d'argent? À la base, c'est pas trop notre délire. C'est-à-dire qu'on l'a jamais trop fait, etc. Après, on s'est retrouvé dans un contexte où si tu devais exister auprès des médias, auprès de l'écosystème, fallait soit avoir levé beaucoup de fonds parce que du coup les médias te relayaient, c'était la condition sine qua non, et ça c'est à peu près encore d'actualité. Et pour plaire aux médias aussi, fallait une incarnation très très forte de la marque. Ouais. Et franchement, nous, dans les 6 cofondateurs, tu vois, on a humblement un ego, on s'en fout. Enfin, franchement, on s'en fout que le business tourne, mais que personne nous connaisse, ça nous allait très très bien, tu vois. Par contre, on s'est aussi rendu compte que si on n'existait pas, c'était quand même dangereux parce que dans nos concurrents, il y en a qui prenaient allègrement la lumière. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de s'ouvrir un peu plus sur cette question-là. Que j'ai été désigné volontaire parce que c'était aussi quelque chose qui me dérangeait pas et que j'aime bien ce genre de choses là. Après voilà, on n'y va pas à outrance parce que c'est pareil, tu mets le doigt dedans, tu peux y passer jusqu'à l'épaule. Oui. Donc voilà, moi j'ai un rythme sur LinkedIn qui est ridicule, tu vois. Je fais un post par semaine, etc. Enfin voilà, et on le fait de façon authentique. Tant pis si ça reach ou pas. Enfin c'est pas trop le sujet. Mais voilà, donc du coup on y va doucement. On en ressent quand même on va dire les effets. Après, c'est toujours difficile à mesurer parce que c'est de la noto, c'est la somme de plein de petits signaux. On essaye de motiver les salariés, on essaye de faire aussi de l'influence de façon très sélecte en fait. Donc c'est un ensemble de choses sur lesquelles on avance et on continuera d'avancer vraisemblablement. Ouais, donc de toute façon, c'est une stratégie de long terme. Ouais. Et dans tous les cas, c'est vrai que c'est toujours un petit peu tôt. C'est vraiment à la fin du bal qu'on fait les comptes, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, très bien. J'ai du coup une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? J'aurais cru qu'on allait parler plus de choses liées à Kimono par exemple, tu vois. Moi je sais qu'on a toujours été très fan de proposer des sweats, des t-shirts, des casquettes. Enfin je veux dire, on a des tonnes de trucs, tu vois, dans la culture d'entreprise. C'est assez fort. Tu vois, je m'attendais potentiellement à une question comme ça sur comment tu positionnes. Enfin, quelle importance peut avoir pour toi l'outfit dans une culture d'entreprise? Ah j'avoue que je la pose à personne, mais c'est vrai que en plus on a presque démarré le podcast là-dessus en parlant des chaussettes, en parlant du sweat. Justement, vous, quelle place ça a chez vous? C'est assez important en vrai. C'est quelque chose où voilà, on donne un peu le full package aux salariés, donc ils ont des sweats, des t-shirts, des carnets. C'est un budget ça, parce que nous on le fait pour nos propres salariés. Moi-même je suis habillé de la tête aux pieds. Quand je fais les comptes et après je me dis putain fois 50. Ah oui quand même, ok. Ouais c'est ça et en plus tu vois typiquement quand on fait des événements, congrès des experts rentables c'est sur 3 jours. Chacun de nos sales a 3 t-shirts, un par jour. C'était récemment là? C'est une fois par an en fait. Donc ils ont 3 t-shirts tu vois. Sinon t'imagines un peu et donc c'est un vrai budget et en même temps c'est vraiment un élément qui fédère les gens et on n'a pas besoin de forcer le trait et c'est quelque chose vraiment je trouve qui vraiment crée de la cohésion dans l'équipe. Tu vois les mecs sans être tu vois dans du corporatisme un peu à 2 balles quoi, mais tu sens l'attachement des gens au projet, à la boîte et ça c'est un vrai symbole en fait. Un sweat, un t-shirt, etc. C'est un vrai signal aussi. Je veux dire, la personne qui se balade avec son t-shirt Time, etc. Tu as un INPS qui est vraisemblablement positif, tu vois, auprès de cette personne-là, quoi. Ah, je suis d'accord. Donc c'est quelque chose sur lequel nous on a toujours été assez sensibles, de dire vas-y, il faut que les gens ils vivent la boîte, à leur guise. Je veux dire, il y a aucune obligation, tu vois, de porter des fringues de la marque.
Mais en fait, il faut s'ils veulent le faire, faut qu'ils puissent le faire. Ouais. Non, mais c'est vrai que nous, on est très contents de ça. On a réussi chez Kimono et tout le mérite revient surtout à mon associé et CEO, Olivier Ramel, que j'embrasse. Ouais. Qui du coup on a monté Kimono en 2017. Donc Kimono a fêté ses 7 ans là récemment puisque c'était là au mois de mars. En 7 ans, on a fait passer ce type d'achat d'un nice to have à un must to have, dans le sens où aujourd'hui, justement, ça n'existe plus une boîte qui ne fait pas d'outfit, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a même nous poussé le curseur assez loin au niveau goodies où on avait des goodies qui plaisaient énormément, donc on se faisait dépouiller, etc. Et on est en train d'ouvrir, on s'est fait un petit délire d'ouvrir un e-shop. Donc, tu as une boutique en ligne où tu peux commander des produits time. Donc, on nous permet de... Donc, qui est ouvert à tous les salariés ou c'est pour... Ouais, qui est ouvert à tout le monde. Ou toi, c'est pour ton office manager pour qu'il puisse faire des rassas. N'importe qui, ça peut être un client, un partenaire, etc. Un utilisateur lambda, il pourrait s'acheter aujourd'hui la paire de chaussettes time, tu vois. On le fait juste coûtant. Enfin, on gagne pas d'argent dessus, c'est juste pour les gens qui veulent s'approprier le truc et c'est pas du tout un business. Enfin, dans certaines boîtes, c'en est devenu un typiquement chez Salesforce, il y a un business autour de l'achat des mascottes, etc. On n'est pas du tout dans ce trip-là, mais en tout cas, on est assez fiers de nos produits et c'est un peu une extension de ta marque physique, de ton produit, que les gens s'approprient avec plaisir, quoi. Ça, c'est chouette du coup de voir. Tu croises des fois dans le métro un mec qui a ton tote bag, tu vois, putain, c'est marrant. C'est ça. De toute façon, tu sais, quand la phrase c'est when you have a merch, you have a brand. Ouais. Donc en fait, c'est ça. Nous, même à partir du moment en fait où des fois on a fait des drops, donc ouverts au public, tu sais, on l'ouvrait genre 48 heures et on voyait que genre les 100 pulls ou les 100 moumoutes ou les 100 casquettes partaient sold out. On s'est dit en fait, on a une marque qui plaît, quoi. Ouais, c'est sûr. Et c'est là qu'on s'est dit ok, tout ce temps et encore une fois tout le mérite revient à Olivier, toute cette énergie et ces opérations qui ont été faites pour faire vivre et faire rayonner la marque, en fait ça a apporté ses fruits et ça s'illustre par ça, quoi. Ouais, c'est clair. 100% en phase. Donc du coup, on a parlé du sujet. Yes. Est-ce qu'il y en avait d'autres peut-être dont tu voulais parler? Non, on n'a pas parlé padel, ça m'a étonné. Tu joues au padel? Non, mais j'adorais. En fait, j'ai eu une grosse, j'allais dire carrière, c'est un bien grand mot. Non, j'ai joué longtemps au badminton. Depuis 4-5 ans maintenant, je suis au tennis. C'est plus parce que j'ai déménagé que du coup, le club de tennis est cool et le club de bad est pas dingue. Mais parce que toi, t'es à Paris ou t'es en banlieue? J'habite en banlieue à Rambouillet, au vert, très loin de tout Rambouillet, 78, hein, ouais, c'est ça. C'est loin de Paris, ça. Ouais, c'est super loin, ouais. Du coup, tu viens tous les jours au bureau? Non, je viens, 2 à 3 fois par semaine, à peu près. Ok. Tu viens comment? Train et vélo dans Paris. Voilà. Ok, c'est nice. Mais j'adorais me mettre au padel parce que je pense que c'est... je suis sûr que t'as des terrains à Rambouillet, non? Ouais, mais après, faut trouver les gens, etc. Mais ça, tu me donnes envie, en fait, d'y jouer, de m'y mettre parce que c'est le bon mix entre le côté kiffant du badminton et le côté technique du tennis, et le tennis c'est ce côté frustrant aussi parce que en fait le tennis c'est techniquement beaucoup plus demandeur, je trouve plus mes mots, beaucoup plus difficile que le padel, plus exigeant. Physiquement aussi, hein, t'es très vite dans le rouge, hein, au tennis, hein. Un mec qui te met à gauche, à droite, amorti, fond du terrain, en un échange, tu peux être dans le rouge. Le padel, ça va, le terrain il est 2 fois plus petit, t'es à 2, donc en fait t'as un quart de terrain de tennis, quoi, tu vois. Et à l'inverse, le badminton, je trouvais d'un point de vue physique. Non, parce que le badminton c'est cardio. C'est énorme. Parce que c'est beaucoup de petites accélérations, la balle, le volant revient très vite. Bien sûr. Alors que là, la balle, en fait, ça va parce que les gens souvent te lobent, s'ils tirent un peu fort, ça va sur la vitre. Donc en fait, c'est une question de placement, t'as le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les gens qui sont très bons au paddle, moi j'en vois, ils ont 50 ans, 60 ans. Ouais, parce qu'ils sont malins, ils ont le sens de la trajectoire. Ils sont pas foufous, hein, sur le terrain. C'est juste qu'ils anticipent, ils sont placés, ils font pas de faux mouvements ou quoi. Et c'est sûr, à un moment donné, il faut quand même courir, hein, pour y a pas de mystère. Pour y aller. Mais t'es pas obligé de te mettre dans le rouge, quoi, pour bien jouer. Ouais, donc ça me chauffe, vraiment. Tu me donnes envie, il faut que je... Franchement, il n'y a pas de secret. Au début, premier truc, faut prendre des cours. Ouais. Mais bon, moi, j'ai quand même... À la rigueur, quand tu viens du badminton et du tennis, il faut se trouver un groupe de 4. Ouais. Et il faut aller jouer au moins une fois par semaine. Ouais, c'est ça. Et tu fais ça, plus un cours par semaine, pendant 2 mois. Et après, t'es parti. Et après, tu vas jouer un peu. Et surtout, beaucoup changer d'adversaire. Ouais, bien sûr. Pour avoir vraiment beaucoup de... Et surtout jouer contre les gens plus forts que soi. Ouais, bah oui, évidemment.
Bon, ça va vite quand tu débutes. Normalement, tu tombes vite sur des gens plus forts que toi. Bah écoute, très content qu'on ait pu parler SAP et parler paddle Yes, dans cet épisode. En tout cas, c'était très cool, Max, que t'aies pu venir dans le podcast. Merci pour tu sois venu l'invitation. jusqu'à moi, parce que là, du coup, après, tu repars en Bouillet, là. Ouais, exactement. Donc c'est quoi, petit vélo? Petit Et après, vélo c'est train jusqu'à où Montparnasse et puis après en une demi-heure je suis à la maison. Tu le vélo dans le train, du coup, dans le train de banlieue? Non, je le laisse. J'ai un parking sur Montparnasse où je le laisse. Ah, tu vois, pas donc mal, c'est, ok. C'est confort. Et c'est combien de temps, du coup? Une demi-heure, à peu près 35 minutes. Donc Ça va. Ça va. Ouais, Ah ça ouais, va. non, Pour c'est- être au vert, pour être. Et du Voilà. coup, en Bouillet, je suppose, maison. Ouais, maison, jardin, but de foot et pistaches et tous les soirs, tu joues avec les. Enfin, tous les soirs, non, Il mais. y a une pistache quand même? Ah non, peut-être vous êtes à Paris. Non, ou- non, et puis ça prendrait trop de place. Le terrain de foot est trop important. Ah. Dans l'esprit de mes garçons, on peut pas toucher au terrain de foot. Voilà. Ils ont quel âge tes garçons? 9, 6 et j'ai une petite qui a moins d'un an. Ah ouais, donc 9 ans et 6 ans, là, ils doivent jouer au taquet, là, au foot, là. Ouais, ouais, là c'est. Tu les as inscrits dans un club? Ouais. Bah en plus on n'est pas là. C'est marrant, ils sont pas loin. On habite pas loin de Clairefontaine. Donc il a fallu leur expliquer qu'on pourrait pas être à Clairefontaine comme ça, tu vois, parce que j'ai eu un jour, papa, pourquoi je suis pas à Clairefontaine là? Parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Tu peux pas m'inscrire là-bas et comme ça je suis en équipe de France. Alors attends, comment t'expliquer? C'est pas aussi simple que ça. Mais ouais, en tout cas le grand, lui, il est à bloc. Il est à bloc complet. Et toi, foot à fond aussi? Moi, j'étais foot à fond quand j'étais jeune. J'ai arrêté vers 14-15 ans, tu vois, où que tu joues contre des mecs qui ont 15 kilos de plus que toi, et qui sont 20 cm plus grands, plus puissants, etc. Et là, d'avoir mon grand, il a commencé il y a 2 ans. Lui, tout de suite, la mayonnaise a pris tout de suite. Et ça m'a redonné, tu vois, envie. Donc tous les week-ends, je suis avec lui sur les plateaux. Enfin, avec lui, j'alterne du coup entre le petit et les grands. Parce qu'en plus, c'est Les chaque deux ont des week-end, plateaux, ouais. et donc ouais, gros kiff sur ça. Après ils font aussi du tennis, donc c'est. Moi aussi, quand j'étais petit, je c'est faisais cool. foot et tennis et je pense que c'est le meilleur combo, ça. Ouais, c'est un bon combo. Ouais, moi Collectif, j'étais- sport ouais, c'est collectif ça. et sport individuel. C'est ça, et c'est super bien parce que ouais, le côté collectif c'est énorme en termes de ce que ça peut t'apporter. Après, ça peut aussi te fracasser des fois avec des remarques, des trucs. Faut faire attention, ouais. Et le tennis c'est très cool aussi parce que tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ah ouais, Mais ça, il pour faut le pas coup, avoir le le mental tennis, d'une chips, hein. Le tennis, ça te prend la tête comme Ça pas te possible, matrix quoi. direct, Oh là quoi. là. Alors, tu vois, typiquement, badminton, tu le ressens pas pareil, quoi. C'est plus facile dans la tête le badminton. Tennis, ça te rend fou. Tu supportes quel club? Ah, maintenant, je supporte Paris, évidemment. Pourquoi maintenant? En fait, j'ai supporté Paris quand j'étais gosse. Après, j'ai supporté Auxerre parce que, enfin, quand j'étais gosse, j'avais les Attends, deux. t'es de quelle Auxerre. année? Moi, je suis de Bourgogne, je suis de 84. Donc, tu vois, Ok, ouais, Bourgogne, donc toi, t'as 84. connu le titre Dortmund. de 96 et Ouais, tout, voilà. d'Auxerre. Tu vois, moi, j'ai connu l'époque Guy Varche, Cissé. J'allais à la Baie des Champs pour 3 euros à l'époque. Tu Ah, vois, la voir des vache. Auxerre Arsenal pour 3 Je me euros. rappelle de cet Auxerre Arsenal. Voilà. Et donc, et après, bah, t'avais quand même cette grande épopée de Paris, tu vois. Donc, j'ai eu les deux. Et puis maintenant, bah, habitant en Île-de-France, la folie Mbappé. Enfin, je veux dire, tous les Ah, gosses. ça va vous faire du bien, là, de plus avoir de stars, là. Tu vas voir Ouais, que- ça va faire du bien. Ouais, non, mais c'est vrai. Et, Tu vas voir que les Colomboigny et compagnie et tout, ils vont se mettre à bien jouer l'année prochaine. ouais, ça va être énorme, ouais. Ouais, c'est Ça sûr. va être énorme. Mais ce qui est dingue, quand même, c'est Mbappé, c'est dingue à quel point c'est une star. Enfin, on se rend pas compte on n'a jamais eu aucun joueur qui était autant connu, reconnu. Enfin, je veux dire, Ouais, même Zidane n'était pas autant. Des gosses de 3 ans en maternelle te parlent de Mbappé. Enfin, ça n'a jamais été le cas avec n'importe quel footeux. C'est vrai que Ever. c'est fou Je veux dire, c'est qu'il une ait tout de star, suite inspiré ça, quoi. C'est rien que, t'imagines que dès 2018, il faisait Ouais. la une du Time, quoi, tu vois. C'est lunaire et ça on le mesure pas trop. Mais ouais, Zidane, Henry ont jamais eu l'aura qu'il a lui. Enfin c'est Zidane, quand même. Franchement, quand même. Si, quand même. Ouais. Zidane, enfin, il marque 3 buts en Coupe du Monde, quoi, avant que Mbappé Oui, le fasse, mais quoi. je trouve qu'il a ouais non, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que Mbappé c'est dingue en fait, ça dépasse tout. En fait, ça dépasse vraiment le sport. Et quand tu vas au parc, je suis allé au parc il y a 1 mois, le match contre Reims où il est remplaçant. Il rentre à la 70e. Quand il sort du banc pour aller à l'échauffement, t'as tout le stade qui est debout. Ouais. Tu vois, Parce il enlève que le chasuble, tout le stade est en délire quoi pour le voir quoi. Ouais, parce que après, c'est vrai que ses stats, elles sont tellement impressionnantes, tu peux rien dire, quoi. Ouais. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Tu vois, Ouais. moi, t'as bien compris que moi, j'étais pas supporter de Paris, hein. Mais après, il a des stats et en fait, moi, j'ai envie qu'il aille bien, ce gars-là. Il fait du C'est bien au le foot capitaine français, de en fait. l'équipe de voilà, France, quoi. voilà, après je cautionne pas tout son Tu vois, moi, comportement. on pourra plus, enfin,
sais, en fait, franchement, ces dernières années, quand même, entre 2016, où on a été en finale, 2018, on est champion du monde, on est un peu frustré après à l'Euro, là, en plus, où c'est lui qui loupe le penalty. La finale, là, qu'on aurait encore pu gagner, donc c'est-à-dire que Timène, en 4 compétitions, on fait 3 finales. Non, mais c'est hors donc norme. maintenant, franchement, si on va pas en finale, c'est un peu le minimum garanti. Ouais. Et on ne pourra jamais y arriver sans un Mbappé au sommet de sa forme. Et c'est ça Parce que l'équipe de France, c'est quand même moins forte qu'avant, là. Ouais, je pense. Bien sûr, le fond de jeu est assez faible. Il y a toujours des trucs, tu vois, à droite, on n'a toujours pas vraiment trouvé de solution, voilà. Mais tu vois, ce qui m'a marqué, moi, quand je regarde, je me rappelle la dernière finale de Coupe du Monde avec mon grand qui à l'époque a 6 ans. On la perd. Il réalise pas trop qu'on perd contre l'Argentine, tu vois. Il dit aucun a perdu le match, fait chier. Je dis, tu sais, la prochaine fois qu'on regardera le match, tu auras peut-être 30 ans en fait. Toi, tu auras peut-être 30 ans, tu seras peut-être à ma place en fait, avec ton enfant sur les genoux. Et ça, il le réalise pas, tu vois. Et c'est toi quand tu lui dis, putain, là c'est grave ce qui vient de se passer. Non, en fait, c'est triste en fait, parce que une finale tous les 20 ans, en fait, c'est déjà beaucoup. Parce que même nous, en fait, tu vois, moi je suis né en 88. Donc moi, en fait, j'estime que du coup, je suis une génération quand même qui a, à part ce gros moment à vide, 2002, 2004, et après le 2010, quoi, tu vois, avec le bus et tout. En vrai, à part ces 3 trucs, c'est plutôt doré quand ça même. va, on n'a jamais été trop dans le mal non plus, tu vois. Il y a 2006, on doit encore gagner. Enfin, tu vois, t'imagines que moi, je m'estime j'ai 36 ans, je m'estime être jeune. J'ai déjà vu la France 4 fois en finale de Coupe du Monde. T'imagines? Mais on se rend pas compte du Alors que moi, en 98, quand je regarde la finale avec mon beau-père, qui à l'époque, alors je fais vite fait le calcul, il a presque 50 ans. C'est la première fois qu'il voit la France en finale de Coupe du Monde. Bien sûr. Et tu vois, et lui, en 50 ans, il avait vu deux demi-finales. Et la dernière remontait à 12 ans avant. Bien sûr. Ouais, c'est. Et on n'avait pas fait 2 Coupes du Monde de suite. Hein, tu vois. Ouais, c'est ça. On a de la chatte quand même. Il y avait 82. Ouais, il y avait. Donc j'espère que ça va continuer. Mais c'est vrai que la barre est haute maintenant, quoi. C'est ça. Mais si Mbappé est ouf, parce que quand même ils sont tous forts. Hein. Non, mais tout est possible avec un Mbappé ouf. Tout est possible en fait. Non, logiquement, sur le papier, on a encore. Je dirais pas, tu vois, là, je dirais. À la Coupe du Monde, je pensais que sur le papier on l'avait, même si l'Argentine ça allait, quoi. Mais sur le papier on avait la meilleure équipe. Oui. Là pour l'Euro, je suis pas aussi catégorique. Tu vois qui? Bah je sais pas, mais les autres peuvent être aussi forts, tu vois. T'as toujours les Anglais qui peuvent être là. Il y a les Anglais, avec Bellingham qui vient fort. T'as toujours les Italiens, les Allemands qui peuvent faire des choses. Hein, enfin. Ouais, l'Espagne qui revient. Les Allemands, ils nous ont tapé. L'Espagne a une bonne génération aussi. On a toujours sorti des joueurs, des jeunes, etc. C'est sûr que sur le papier, on a encore une équipe qui doit rivaliser, quoi. Mais pour ça, en fait, il faut que tu vois, en fait, on n'a pas vraiment de grands patrons, quoi. Faut que les patrons soient là. Mais c'est qui les patrons? T'as Griezmann et Mbappé, c'est tout. Ça repose sur eux. Ouais, ça repose sur eux. Parce que tu vois, avant, t'avais quand même, t'avais un Pogba, t'avais un Matuidi, t'avais des mecs comme ça, c'était des patrons, quoi. Et puis surtout, on s'est toujours, nous, construit sur une défense derrière ultra solide. Et. Bon, là, ça va quand même. Upamecano et Konaté. Ouais, et puis Saliba qui est fort, mais je trouve. Saliba, je l'aime d'amour. Voilà, tu vois, Arsenal, il est en feu complet. Ouais. Mais les frères Hernandez. Non. Les frères Hernandez, mais il faut que tout soit aligné en fait. Sur le papier, on a une belle équipe. On a une belle équipe, ouais. Puis on a un Maignan qui est. Ouais. Mais tu vois, par exemple, on n'a pas une paire de récupérateurs non plus. C'est pas la meilleure paire de récupérateurs de meilleur du monde. Alors que on a toujours été en finale avec des bons récupérateurs. Ouais, bien sûr. Avec tu vois, que ça a été Deschamps petit, Vira Makelele, Matuidi Pogba. Ouais. Et là, c'était qui là, la Coupe du Monde? C'était du. Kanté, il était encore là ou pas, la Coupe du Monde? Non, il était déjà plus là. Si? Je crois qu'il était là, Kanté. Ouais, c'était il y a 1 an et demi. Oui, si Kanté Rabiot était revenu, Kanté, Rabiot. Oui, c'est Rabiot quand même. Ouais. Qui fait plutôt un mondial réussi, quoi. En fait, c'est là où Griezmann va redescendre, en fait. Ouais, mais bon, moi, j'ai vraiment hâte qu'on d'en découdre là. Parce qu'en plus, j'avais été un peu frustré, moi, tu vois, la Coupe du Monde. Tu sais, les terrasses en plein hiver, là, machin et tout. C'était n'importe quoi. Pour moi, l'ambiance l'Euro, la Coupe du Monde, c'est l'été, c'est les dehors, c'est l'apéro, c'est machin et tout, quoi. C'était très, très, très bizarre, cette Coupe du Monde, là. Écoute, on a fait une belle digression sport, j'adore. C'était les foot. Et tu sais que moi, c'est l'un de mes rêves secrets, si j'avais le temps. Je le ferais pas, du coup. Je rêverais de faire un podcast que de foot. Moi, le foot, c'est toute ma vie. Je rêverais, tu vois, de faire un podcast à inviter que des anciens footeux, tu vois, par exemple. Tu vois, mais en plus, moi, je les côtoie au paddle à Bordeaux. Moi, au paddle, j'ai déjà joué avec Coupet. Ils sont tous ils sont tous à jouer, quoi. Il y a pas un seul midi où tu vois pas un ancien international qui joue au paddle, quoi, tu vois. Donc, t'as accès à tous ces gens-là, quoi. Ils sont cool. Go, alors. Mais je rêverais de le faire. Mais pour le coup,
Là, parce que c'est du temps quand même de faire le Ouais, podcast, bien sûr, mais ils ont c'est- des tonnes de trucs à dire en plus. Enfin, franchement, Je rêverais de parler des foot. anecdotes incroyables. Je rêverais de faire ça tout le temps, quoi, tu vois. Bah écoute, on suivra ça avec plaisir si t'arrives à enclencher. Bah écoute, si tu veux, tu pourras sponsoriser le podcast foot. C'est avec plaisir. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Top, Je passe un merci, super Hugo. moment. Yes. Avec plaisir. Où est-ce qu'on te suit, toi? Plutôt LinkedIn? Ouais, plutôt LinkedIn, clairement. Sur le reste, je suis inexistant. Exactement. Ok. Yes. Et bah écoute, en tout cas, merci à toi. Merci à tous ceux qui ont écouté Merci jusqu'au à bout. vous. Même, alors, je pense qu'on a perdu ceux qui aiment pas le foot. Ouais. Au moins, c'est les pas- footeux, c'est pas si grave. on vous salue, on vous embrasse. Yes. Moi, de toute façon, en plus, je n'ai plus de voix parce Ça que je suis s'entend à malade. peine. C'était le temps d'en finir là. Merci à tous, merci Maxime et à très très bientôt dans le podcast. À plus, merci.